Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama et en partenariat avec l'Opinion, c'est Éric Woerth. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, député républicain, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Pour vous interroger, à mes côtés également, mon confrère Raphaël Legendre de l'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Alors on a envie de vous faire réagir bien sûr à cette exclusion avortée des pro-Macron, des 5 pro-Macron, dont le Premier ministre Édouard Philippe. Ah oui, je vois que ça tique un peu Gérald Darmanin. On n'est pas dans la technique là. Bon, mais on va y venir, je vous rassure. C'était mardi soir chez les Républicains. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle le quorum, il n'y a pas eu de participants en nombre suffisant au bureau politique. Et donc l'exclusion n'a pas été officiellement actée, juridiquement actée. C'est reporté d'une semaine. Vous-même, comme les copains, vous avez séché ce bureau politique, comme François Baroin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Alain Juppé. Cette exclusion ratée, Éric Woerth, est-ce qu'au mieux ça vous fait rire jaune ou au pire ça vous désole? Bon, ni l'un ni l'autre, c'est les vicissitudes de la vie. Cette affaire est depuis le début compliquée. Il faut évidemment prendre acte du fait que l'ensemble de ces personnes, de ces anciens membres des Républicains bientôt, ont quitté notre formation politique. Ils l'ont fait au moment où ils sont rentrés au gouvernement, puisqu'ils l'ont fait à titre personnel, sans accord de leur famille politique, ce qui n'est quand même pas tout à fait certes, mais ça prouve qu'il n'y a pas une majorité aujourd'hui. Vous-même, vous avez séché. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui au bureau des Républicains pour exclure les pro-Macron de droite. C'est ça la réalité. Mais elle sera là. Enfin, moi, j'étais pas là parce qu'on est submergé par la procédure budgétaire. Ça vous arrangeait des commissions. Non. Vous auriez souhaité être présent? Bien sûr, j'aurais pu y être s'il n'y avait pas des commissions qui s'enchaînent les unes aux autres. Ma priorité va au suivi, comme président de la Commission des finances, de la procédure budgétaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être assez détendu avec ça. Ça aurait été mieux que ce soit fait avant, ce sera fait avec un peu de retard. Mais il faut sortir de pour la droite quand même. Mais il faut sortir de l'ambiguïté. Ce qui n'est pas reluisant, c'est que des hommes et des femmes de droite aient accepté d'aller au gouvernement dans des conditions qui étaient, le moins qu'on puisse dire, assez désagréables pour toutes celles et tous ceux avec qui ils avaient travaillé jusqu'à présent. Comment peut-on être à la fois membre de la majorité en étant dans le gouvernement et membre de l'opposition en étant... Comment peut-on être pour le Premier ministre à la fois chef de la majorité, Premier ministre, chef de la majorité et membre du premier parti de l'opposition? Non mais ça fait ricaner à droite, même à droite. Vous avez vu Rachid Dati avec son tweet sur le dîner de cons, oui, on a Lamassoure, ancien ministre qui quitte les Républicains. C'est de la politique aérie, voilà. Ça glisse sur vous. Ça glisse. Oui, c'est pas intéressant. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les Français. Je sais bien qu'il y a envie d'installer un peu partout l'idée qu'il y a une guerre des droites, qu'il y a une droite exsangue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous le verrez, c'est pas vrai. La droite, elle existe, bien sûr, elle existe toujours. Elle a des idées, elle doit se recomposer, elle doit sortir de cet état de convalescence dans lequel elle est. J'espère que l'élection de Laurent Wauquiez le permettra. Bon, et puis on gère une situation extraordinairement désagréable qu'on ne voulait pas, qui sont des décisions personnelles d'un certain nombre de nos anciens amis qui ont décidé à un moment donné de ne pas faire ce qu'ils auraient dû faire. Attendre les législatives, le faire autrement, différemment. Vous appelez à sortir de l'ambiguïté au sein des Républicains. Quand Christophe Billon, le président de Sens Commun, propose dans une interview au mensuel L'Incorrect, par exemple, de faire une plateforme commune avec Marion Maréchal Le Pen, est-ce que c'est le mouvement que vous souhaitez et est-ce que là, il n'y a pas une certaine ambiguïté C'est une certaine ambiguïté, oui, c'est inacceptable. Il ne peut y avoir aucune confusion avec le Front National et il n'y aura aucune confusion entre les Républicains et le Front National. Pour tout vous dire, ça fait 20 ans qu'on nous pose la question. Il n'y a jamais eu de confusion, quel que soit. On le disait au RPR, on le disait à l'UMP, on va le dire aux Républicains. Mais Sens commun à sa place au sein des Républicains ou pas? Sens commun à sa place, comme beaucoup de monde, au sein des Républicains. Si on veut représenter une famille politique complète, totale, globale. Les Républicains, c'est un parti global, c'est une opposition globale. Si on veut représenter cette opposition globale, alors il faut représenter l'ensemble de la famille politique, du centre droit jusqu'à la droite la plus traditionnelle. Sens commun est plutôt de ce côté-là, ils ont leur place, ils considèrent évidemment que la ligne est totalement étanche entre le Front National et nous. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas leur place, si c'est le cas, ils ont leur place, mais ils n'ont pas d'influence plus forte que
que n'importe qui d'autre. Il faut replacer tout cela. Et le nouveau président des Républicains, il devra faire vivre une famille globale et il devra évidemment faire en sorte que cette famille globale représente la véritable opposition, une opposition intelligente, mais la véritable opposition, Emmanuel Macron, qui adore s'opposer à M. Mélenchon. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un débat au sein de cette famille? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un débat entre les candidats avant l'élection du patron des Républicains pas le 10 du décembre? tout, pas du tout. Enfin, je ne le crois pas. Enfin, pas de débat télévisé. Enfin, on a déjà donné au moment de la primaire. On ne va pas en rajouter une couche. C'est un débat, c'est les militants qui votent. La plupart des gens qui nous donnent des conseils ne sont pas du tout militants des Républicains d'ailleurs. Souvent, ils n'ont absolument jamais voté pour nous. Donc, c'est très, très agréable d'avoir des conseils. Enfin, on est un parti politique démocratique. On aura un président élu par les militants et uniquement par les militants. Et donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir un débat public sur des chaînes de télévision qui intéresseront personne et qui créera et qui amènera du charbon dans la chaudière, même si c'est on verra plus de débat alors, énergie. Même pour la présidentielle de 2022, c'est fini les débats débats télévisés. Ce débat-là amènerait beaucoup de charbon dans la chaudière de ceux qui pensent qu'il y a une guerre des droites et qui veulent une guerre des droites. Tout le monde adorerait cela. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de guerre des droites parce que le futur président des Républicains, il sera rassemblé. C'est mon pari. Vous lui faites pas un chèque en blanc, vous l'avez dit. Hein, je ne fais pas de chèque en blanc. Je pense que c'est à Laurent de s'imposer. Je pense qu'il saura le faire. Il a un très grand pouvoir de percussion. Et pour exister aujourd'hui et pour recréer une opposition républicaine à Emmanuel Macron, une opposition intelligente qui dira quand c'est bien et qui dira quand c'est pas bien, mais qui est une opposition, une alternative possible pour les Français, va falloir du temps. Il va falloir beaucoup réfléchir, beaucoup proposer, beaucoup parler, beaucoup agir. Et je suis persuadé que Laurent saura le faire. Et toute notre famille politique devra évidemment l'aider à le faire. Et puis si jamais il ne sait pas le faire, à ce moment-là, évidemment, l'avenir des Républicains sera très assombri. Mais je ne le crois pas. Bon, pour filer la métaphore boursière, on est sur Boursorama, vous me voyez venir, je vous ai écouté hier, et aussi sur l'opinion, vous avez suggéré d'acheter des actions Les Républicains qui vont remonter, avez-vous dit, si Laurent Wauquiez est élu. C'est une façon d'admettre que les actions LR sont au plus bas aujourd'hui. Elles ne sont pas très chères, il faut l'admettre. Elles sont pas très chères. Le point bas est atteint. On est en convalescence, donc on a beaucoup perdu d'élections, vous l'avez avec remarqué, avec alors des que c'était pas petits espaces attendu. encore mardi soir. Il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de caricatures aussi des uns et des autres. Bon, on renaît au fur et à mesure. Je pense qu'on est présent dans le débat budgétaire, qu'on a sorti un certain nombre de points qui, me semble-t-il, font que nous n'aurions pas fait ce budget. Donc on est légitimement en voie de le voter contre. Même chose pour le PLFSS, même chose sur un certain nombre d'autres points, notamment sur la sécurité, sur l'identité, sur l'immigration. Donc il y a un vaste champ d'opposition et c'est nécessaire pour notre démocratie. Les Républicains et la droite doivent réexister. M. Macron n'est pas à la droite, je ne sais pas ce qu'il aime, enfin il est lui-même, il fait des propositions, de temps en temps c'est bien, de temps en temps c'est nettement moins bien. À nous de le dire et à nous d'exister. Justement, ce sondage Odoxa pour l'Express qui montre qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à inverser la tendance. Quasiment 9 Français sur 10 considèrent que sa politique favorise les riches. C'est un mauvais procès qu'on lui fait, selon vous? Moi, je ne rentre pas dans ce procès, parce que je pense qu'on nous aurait fait le même, d'ailleurs, parce que ça s'applique sur certaines mesures. Pas sur vous, finalement, qui souhaitez aller plus loin, par exemple, sur la suppression de l'ISF, sur les baisses de charges, sur les entreprises. Est-ce que ça n'endommage pas votre positionnement? Sauf que ça repose sur deux mesures que nous aurions prises. La mesure forte. La mesure 5 milliards d'euros quand même de coûts. Hein. Oui, ça repose sur deux mesures. La première, c'est pour lui la suppression partielle de l'ISF. Nous voulions une suppression totale, aller jusqu'au bout des choses. Je suis très étonné qu'il n'aille pas jusqu'au bout des choses. C'est un très très mauvais message envoyé au secteur immobilier dans son ensemble, du logement social au logement privé. C'est un très très mauvais et on peut évidemment, tous les propriétaires de France sont concernés par cela. S'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de locataire entre nous. Donc le secteur de l'immobilier est très touché. Puis le prélèvement, la flat tax sur les revenus du capital, c'est là aussi une mesure qui est une bonne mesure, c'est une mesure ancienne. C'est partie du programme de Ça faisait François Fillon. totalement partie du programme de François Fillon, de Nicolas Sarkozy à la primaire, des Républicains avant la primaire, au taux de 30% d'ailleurs, même bien avant qu'Emmanuel Macron ait fixé ce même taux. Mais c'est surtout donc il fallait voter l'avant 2012. C'est surtout l'avant 2012. Mais parce que vous cantonnez le budget là-dessus, nous sommes absolument... C'est deux gros morceaux quand même. La taxe d'habitation, ça concerne tout le monde aussi. Pourquoi être contre? Parce que 80% des Français, c'est populaire. Oui, mais alors ça, supprimer tous les impôts. Dans ce cas-là, supprimer tous les impôts qui concernent tout le monde. Donc c'est une mesure qui est une horreur et une erreur fondamentale. Il n'y a aucune raison de baisser la taxe d'habitation comme ça. Il y avait une vraie raison, par contre, de baisser l'impôt sur le revenu. C'est là où se sont fait les augmentations anormales à l'époque de Hollande.
Sur les plus aisés alors, parce que 60% des Français ne payent plus mais sur ceux qui ont payé le plus, mais c'est très difficile difficile de baisser les impôts de ceux qui ne payent pas d'impôts. Ça a toujours été très difficile. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire vous ne payez pas d'impôts, en même temps on va vous baisser vos impôts. Donc il y a eu beaucoup d'impôts sur l'impôt sur le revenu, beaucoup, plus de 40 milliards d'euros sur les 5 ans. Bah, il fallait commencer évidemment par cela. Comme la taxe d'habitation. Le gouvernement dit parce qu'elle est injuste. Mais alors l'IS est injuste, hein, grande petite entreprise. L'IR est injuste, très concentré. La redevance, c'est extraordinairement injuste. La CSG, c'est très injuste parce que c'est proportionnel et pas progressif. Enfin, tous les impôts sont injustes. Ils sont super injustes pour tous ceux qui, en général, les payent. OK, revoyons. Mais la question n'est pas la justice ou l'injustice d'un impôt. Il est de savoir d'abord si l'impôt, il paye les services publics. Est-ce qu'il paye les charges publiques? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les dépenses publiques sont trop importantes. C'est un autre versant. Et on va en parler aussi. Bah oui, c'est un volet très important. Qui n'a pas encore l'Assemblée en ce moment. Il y a une augmentation du déficit public de l'État qui est extrêmement importante 10 milliards, par rapport à l'année dernière. 14 milliards par rapport à l'année dernière. C'est un truc incroyable de au présenter global, un on va budget passer équilibré avec la Sécu et les collectivités locales. Ça serait équilibre. Donc le déficit public ça serait baisse équilibre par la Sécu, pas par ce que fait le gouvernement. Ça serait équilibre par la Sécu parce qu'il y a eu des réformes de retraite notamment qui font que le régime de retraite. Oui, mais c'était des millions de gens dans la rue, tout ça. Tout ça, c'est beaucoup de courage politique. Hein. Il fallait juste le faire, quoi. C'est facile. Et vous avez vu ça de près à l'époque? J'ai vu ça de près et je pense que la sécurité sociale, heureusement, et puis la sécurité sociale, elle est super branchée sur la conjoncture économique. Donc la conjoncture est bonne, les recettes rentrent, tout ça est plus facile. Il n'y a pas de réforme structurelle dans le budget de la sécurité sociale. On n'a jamais eu un budget aussi traditionnel du PLFSS que cette année, malgré ce qu'en dit la ministre. Encore une fois, la quasi-suppression de l'ISF, la droite en a rêvé, Emmanuel Macron l'a fait, même s'il ne va pas au bout de ses ardeurs réformatrices, comme vous l'avez déclaré il y a quelques jours. Jusqu'à présent, 350 000 foyers payaient l'ISF. On dit qu'il n'y en aura plus que 200 000. Quel est le profil? Qui va payer? Certains disent que ce sont les petits riches qui vont payer. C'est Gilles Pérez, votre prédécesseur à la Commission des finances. C'est ça aujourd'hui la réalité? Moi, je ne classe pas la France en riche-pauvre. On est toujours le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un. Et puis c'est une manière absolument épouvantable d'appuyer sur parfois de mauvais sentiments français, et notamment celui de la jalousie. Qui va payer aujourd'hui le nouvel impôt sur la fortune? C'est ceux qui ont un patrimoine immobilier au-dessus d'1,3 million. Et donc, c'est évidemment du monde. Et c'est beaucoup de gens qui ne sont pas parmi les plus grandes fortunes de ce pays. Les plus grandes fortunes de ce pays s'organisent, ce qui est normal. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils organisent tout cela. Et on voit bien que plus on augmente en termes de fortune, et qu'on atteint parfois des sommets, plus on augmente la composition de la fortune est plus financière qu'immobilière. Donc, et que quand on est en moyen de gamme en termes de fortune, on a plus d'immobilier souvent que de financier. La droite portera l'affaire de l'IFI au Conseil constitutionnel en fin d'année. Bien sûr. Donc il ne fallait pas faire l'IFI. Et on n'en a pas rêvé. Macron dit, vous dites, vous en avez rêvé, il l'a fait. Non, pas du tout. D'abord, il l'a fait partiellement. Donc, vous savez, des rêves partiels, c'est pas non plus formidable de se réveiller au milieu de la nuit. C'est pas un peu ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Il avait contourné le problème. Nicolas Sarkozy il avait vidé l'œuf. Un truc bien plus génial, je vais vous dire. Franchement, regardez les choses objectivement. D'abord, il n'avait pas dit qu'il supprimait l'ISF en 2007, donc ce n'était pas une promesse de campagne, contrairement à ce qu'on entend, donc ce n'était pas une promesse de campagne. Il avait essayé de fixer un principe global, un principe constitutionnel. Des impôts. Pas plus de la moitié de vos revenus doivent être consacrés au paiement de l'impôt, quel que soit l'impôt. Et ça, c'était extrêmement malin parce que c'est une règle. Supprimé 3 ans après. Oui, parce qu'il y a eu une crise, ça ne vous a pas échappé. La France était en récession, moins que les autres pays, mais en récession. Ce n'était pas la mesure qu'on a créée. Ça coûtait quoi, 700 millions d'euros par an? Ça a été tellement mal communiqué, ça a été tellement mal expliqué qu'on a considéré qu'il y a des gens tout d'un coup qui devaient faire des efforts et surtout pas ceux qui pouvaient en faire. Et donc là, tout ça est parti évidemment en vrille. Mais c'était une très bonne idée et on ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy n'ait rien fait pour essayer d'éviter ça. Donc c'était une erreur à vous écouter cet impôt sur la fortune immobilière. Parce que ça a soulevé ça soulève toutes les questions que vous posez, ça soulève la question du secteur immobilier et ça soulève aussi, ça a soulevé la question de ces incroyables discussions sur les signes extérieurs de richesse. J'ai l'impression de revenir 20 ou 25 ans en arrière. C'est ça le nouveau monde politique. Oui, mais c'est un monde qui en réalité a déjà 1000 fois existé, dans lequel on flatte un certain nombre de sentiments, notamment le sentiment du cynisme. Donc quelque part, François Bayrou, par sa proposition et celle du MoDem, qui demande au Sénat d'ailleurs d'améliorer, de corriger un peu le tir de cet impôt sur la fortune immobilière, en sortant de l'assiette taxable, pour le coup, que les titres d'entreprise, les actions, les obligations, ça serait acceptable ça aussi pour le
si on sort de l'ISF C'est de pas une l'assiette, complexification. Il fallait supprimer l'ISF. Voilà. Ah oui, bah oui, d'abord. Quand vous êtes dans un truc comme le gouvernement fait, il complique tout en ce moment. Hein. Donc quand vous faites des trucs où quand vous voyez le barouf que ça fait des gens je fais un peu à droite, je fais un peu à gauche. Voilà, j'ai l'impression d'être à Venise avec un gars qui rame de temps en temps comme ça pour essayer d'avancer tout droit, puis tout d'un coup ça marche pas. Donc on n'est pas dans des mesures franches et claires, contrairement à ce que dit le gouvernement. Et quand le gouvernement dit que les retraités, ils vont certes payer plus de CSG, c'est quand même 25% de plus de CSG. Il y a 22 milliards et demi de plus de CSG quand même dans cette histoire. Hier, c'est ce qui a été voté. Et que le ministre arrive en disant « redistribuer mais en vous inquiétez suppression de charges pas, pour les actifs, il va y quand avoir la TH. » Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La TH, la taxe d'habitation. Poche, et puis on dit « mais vous Pardon, inquiétez pas, Emmanuel en fin Macron, d'année, il y aura la taxe le président Macron, quand il était sur TF1, il a dit bon, 80% des retraités seront gagnants du fait, encore une fois, de la hausse de la CSG et la baisse de la taxe d'habitation. Seuls 20% des retraités vont vraiment mettre la main à la poche. Vous ne le croyez pas? Non, d'abord, je ne le crois pas. Et puis, il avait qu'à, dans ce cas-là, exonérer les retraités de cette augmentation de la CSG. C'est peut-être plus simple quand même pour quelqu'un qui veut simplifier la vie politique. C'est très compliqué. Vous êtes sûr des 25% d'augmentation quand vous êtes retraité? Il faut qu'il n'y ait que des gagnants. Il faut qu'il n'y ait que des gagnants. La politique, c'est expliqué que parfois il y a des gagnants, parfois il y a des budgétaires perdants. aussi. On doit repasser le déficit sous les 3%, donc il n'y a pas de l'argent pour tout le monde. D'accord, mais pourquoi faire la baisse de la TH dans ce cas-là? Pourquoi faire cette baisse de la taxe d'habitation qui compense en partie l'augmentation de la CSG? Il y a deux raisons. Certainement, faire en sorte que les ressources de la sécurité sociale soient de plus en plus la fiscalité. Et puis deux, essayer de donner du pouvoir d'achat aux actifs en le piquant aux retraités notamment. Et de compenser. Vous voyez les tuyauteries, c'est formidable pour vos journaux, hein, parce que vous y retrouvez dans les tuyauteries. De compenser les fonctionnaires et puis un certain nombre de retraités par un autre impôt ou par des primes. Enfin, écoutez, le mieux, c'est quand même de baisser les prélèvements obligatoires sans se livrer à ce genre de choses et d'essayer d'éviter de faire en sorte que les Français soient les uns contre les autres. Il y a dans la logique, à ce moment-là, du gouvernement, des Français utiles, les actifs, et des Français inutiles, les retraités. Non, c'est par les revenus d'activité que les actifs gagneront de l'argent. C'est par les revenus d'activité qui gagneront du pouvoir d'achat. Votre parole est importante. Vous êtes président de la Commission des finances. Quand Emmanuel Macron, j'insiste, dit 20% des retraités seront seulement concernés et devront mettre la main à la poche du fait de la hausse de la CSG et la baisse de la taxe d'habitation. C'est une menterie à vous écouter? Écoutez, ça c'est des mesures d'impact. Je n'en sais rien, les chiffres, vous y croyez ou vous y croyez pas. Je suis bien placé pour considérer que tous les chiffres en général qui sortent de Bercy sont faits par des gens extrêmement intelligents, mais souvent ils sont faux pour une raison assez simple, c'est qu'il y a souvent une mesure a un impact qui fait que ça agit sur l'assiette et l'assiette est transformée. Donc on verra bien. Évidemment qu'il y a des retraités qui vont avoir moins ou pas du tout de taxes d'habitation. Enfin, est-ce que c'est 80? Tout ça, on ne le sait pas. Moi, je sais simplement que la mesure de taxe d'habitation, c'est une mesure injuste, c'est une mesure, je pense, assez inconstitutionnelle, c'est une mesure inutile et l'augmentation de la CSG l'est aussi. Et souvent, on nous dit « Ah oui, mais vous vouliez augmenter la TVA ». Oui. Les ministres qui disent ça étaient en général d'ailleurs eux-mêmes propagandistes de cette idée quelques semaines avant. C'est sûrement le nouveau monde. La duplicité, c'est le nouveau monde. Duplicité, cynisme absolu, pragmatisme total. Bon, très bien, entrons dans ce monde-là, mais on peut quand même avoir encore quelques convictions. La TVA que nous voulions faire, que Fillon voulait faire, pas Sarkozy, mais que Fillon voulait faire, c'est lui qui a gagné. La TVA sur 2 points sur la tranche à 20%, au taux normal, c'était une TVA qui était faite pour financer essentiellement la baisse de charges patronales. Ça n'a rien à voir, charges salariales. C'était de la compétitivité pour les entreprises. C'était l'idée que il y a déjà beaucoup d'argent qui était donné aux entreprises avec le CICE et le pacte de Hollande. Bien sûr, non mais là sur 5 ans. Il y a quand même 40 milliards d'euros quand même de donner. Enfin, pas plus qu'Hollande. Si on considère que tout va bien, très bien. C'est pas parce qu'il y a de la croissance aujourd'hui qu'il y en aura demain. Il faut au contraire, il faut qu'il y ait une émulsion de croissance. Il faut aller plus loin. Il faut que la croissance soit durable. Il faut donc continuer à décharger les entreprises. Les entrepreneurs sont contents. Il n'y a pas d'ISF ou moins d'ISF. Il y a un prélèvement forfaitaire unique. Mais l'entreprise elle-même, est-ce qu'elle a à se féliciter? Je ne le crois pas. C'est exactement les mesures de Hollande. Il y a moins de CICE, il y aura moins de baisse de charges, donc il y aura une augmentation des charges patronales. Un petit peu sur 2018. 3 milliards. 3 milliards. Non, mais on peut crier au génie. Mais enfin, il y a 3 milliards de plus d'augmentation du coût du travail. Oui, mais ça pour la transformation, pour 2019. Ça, c'est factice. C'est factice. C'est pendant. Non, c'est pas factice. C'est pour après-demain. C'est pour après-demain. C'est pour une année. C'est tout le monde. Enfin, quand on supprime le CICE, qu'on le met en baisse de charge, il y a une année double. On le connaît particulièrement. Nous étions favorables à cette mesure et on reste favorable à cette mesure. Est-ce qu'au passage,
Est-ce qu'au passage, il est honnête intellectuellement ou fiscalement? Est-ce qu'au passage, il est honnête d'oublier une partie de ce crédit d'impôt? C'est ce que fait le gouvernement. Il y aura 3 milliards d'euros de plus, et puis il y aura 5 ou 6 milliards de plus sur l'impôt sur les sociétés. Est-ce que les entreprises sont privilégiées? Je ne crois pas. Je pense qu'elles sont au contraire. Enfin, c'était mieux sous Hollande que sous M. Macron. Bon, voilà. Ça partait de beaucoup plus haut aussi. Ouais. Vous avez évoqué Bruno Le Maire tout à l'heure. Bruno Le Maire, le pragmatique. Il vient de qualifier de scandale d'État cette affaire sur la taxe de 3% sur les dividendes, une taxe mise en place début 2012 pour compenser le coût d'un contentieux européen précédent, le contentieux OPCVM, qui lui-même avait été assez peu préparé par le gouvernement auquel vous faisiez partie. Pourquoi ne pas avoir davantage provisionné sur ce contentieux au PCVM quand vous étiez à Bercy? Et 2, considérez-vous que cette histoire de taxe à 3% est bien un scandale d'État? Non, mais d'abord, c'était un niveau très inférieur, les OPCVM. 5 milliards. Pour tout vous dire, c'était 2 fois moins. Les OPCVM, c'est une fiscalité qui existait depuis des dizaines d'années. 1978. Depuis, vous voyez, vous êtes remonté depuis des dizaines d'années, donc il n'y avait pas de nouveauté. Mais le contentieux européen s'est déroulé l'Europe a changé d'opinion, oui, mais on n'en était pas du tout sûr du résultat. C'était pas sûr du tout que le résultat soit celui-là, parce que c'était un impôt très ancien. Ce qui avait été fait sous le gouvernement de François Fillon, c'était une augmentation du taux. On avait dû passer de 25 à 30%, donc il y avait une augmentation du taux, mais sur le même impôt. Et puis à un moment donné, l'Europe a considéré, compte tenu des évolutions, que ce n'était pas... Il y avait d'ailleurs dans les chiffres un contentieux au PCVM qui était durable. Mais ce qu'a fait le gouvernement de François Hollande, c'est le changement total de fiscalité dans la précipitation. Et c'est cette précipitation qui est condamnable. Mais il ne faut pas faire reposer... Est-ce que c'est scandaleux? Est-ce qu'on peut... Je vais indiquer comment le gouvernement d'aujourd'hui utilise les fautes du gouvernement ancien et du gouvernement ancien dont il faisait partie. C'est quand même, il faut aussi, à ce moment-là, si on cherche des responsabilités, il faut aussi être honnête. Personne n'est né au mois de mai dernier, personne. Le président de la République était un des collaborateurs majeurs et le collaborateur économique du président précédent. Il a sa responsabilité aujourd'hui dans ce scandale. Bien sûr, je pense que le président de la République et ses équipes ont leur responsabilité. Le président précédent, M. Hollande, a sa responsabilité dans ce contentieux. Et donc, son premier conseiller économique ne peut pas avoir de responsabilité. Oui, si on considère, c'est pas uniquement le secrétaire d'État, M. Eckert, on dit c'est M. Eckert, c'est M. Eckert. Le pauvre M. Eckert, il ne représentait pas toute la France quand même. Donc il y a une chaîne de responsabilité dans le précédent gouvernement. C'est vrai aussi pour Bruno Le Maire. Il faisait partie de la commission des finances, s'il considérait que c'était une horreur absolue, en 2012, quand l'amendement parlementaire. Le dire. Voilà. Donc c'est une erreur fondamentale. Alors nous, on était dans l'opposition, mais c'est une erreur fondamentale. Vous avez voté cette taxe à 3% à l'époque? Je ne sais pas, peut-être pas. J'étais dans l'opposition, donc je ne sais plus, parce que si vous voulez, on ne votait pas taxe par taxe. Une certaine unanimité. Oui, mais on ne vote pas. On votait pas taxe par taxe. On vote un budget dans son ensemble. Donc nous n'avons pas voté. Les amendements. Nous n'avons pas voté le budget. Je ne suis pas sûr qu'on ait voté ce type d'amendement. Enfin, on pourra vérifier, mais il faudra vérifier. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont substitué et que le gouvernement a substitué une taxe. Mais aujourd'hui, d'abord, on le sait depuis le mois de mai que ça ne va pas passer. On le sait depuis le mois de mai. Donc le gouvernement a l'impression de se réveiller. Il le sait depuis le mois de mai. Donc il peut préparer une position de complément depuis le mois de mai. Ce n'est pas le cas. Et puis, il a provisionné près de 6 milliards dans la loi de finances pluriannuelle. Donc c'est la décision du Conseil constitutionnel début octobre. Il monte le ton. En réalité, il fait de la communication autour de cette affaire. C'est un contre-feu de l'ISF. C'est un contre-feu de l'ISF. C'est un contre-feu de tout ça. Un contre-feu d'un budget sans réforme réelle, en demi-teinte, qui n'utilise pas la croissance dont ils héritent. La croissance aujourd'hui française, c'est un héritage quand même. Oui, mais juste, pardon, je vous coupe, mais Bruno Le Maire, on le voit là. Bruno Le Maire, il dit scandale d'État. Oui, et il veut. Donc vous, par contre, vous ne pourriez pas dire la même chose, cette expression-là? L'expression, elle est calibrée pour essayer de mettre l'accent sur. Il y a eu un scandale d'État et il y a aujourd'hui un gouvernement magnifique, formidable, dans le monde merveilleux dans lequel nous vivons, et qui va essayer de régler les choses. Et il dit, le gouvernement, les rumeurs, mais je pense aujourd'hui ce sont des rumeurs extrêmement sensibles, il y a une organisation de la communication. C'est-à-dire que le gouvernement explique probablement que dès la semaine prochaine, le Parlement va
siéger, peut-être même samedi pour taxer suivant, pour une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, celles qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est inéluctable comme choix? Mais le gouvernement, d'abord, c'est un outil de communication en faveur du gouvernement. Moi, je ne tomberai pas dans ce panneau et personne n'y tombera. Il n'y a pas des justiciers et puis des coupables. Exceptionnelle. Il n'y a pas de justiciers et de coupables. Donc, faire un PLFR, un collectif budgétaire spécial pour cette taxe, c'est quelque chose qui a dû être créé par la cellule de communication de je ne sais qui. Parce que quand François Fillon installe une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés en sortie de crise, il le met dans le collectif budgétaire de fin d'année. Il y a un collectif au mois de novembre, il faut que les Français le sachent. Donc il n'y a pas une urgence absolue de le voter dans un collectif avec une convocation dans l'urgence du Parlement. Par ailleurs, demander... Ça sera inscrit dans ce collectif budgétaire du mois de novembre. Non, c'est un autre collectif. Non, je parle d'un autre texte dédié. Oui. Une information. Oui, soyez bien il y aura clair. un texte dédié. Mais vous allez le vérifier. La surtaxe. Moi, c'est ce que j'entends. Vous savez, il y a toujours beaucoup de rumeurs. Donc il y aura donc deux collectifs budgétaires dans les prochaines semaines. C'est ce que j'ai compris. Donc, s'il y a un collectif budgétaire spécifique pour cette taxe, c'est une communication un peu outrancière quand même. C'est une dramatisation Il y a une dramatisation de la situation. Bon, on est dans la communication. C'est pour ça que je fais le comparatif avec François Fillon. Il y avait une surtaxe de l'IS. C'était dans... Et elle a évidemment rempli sa mission. Elle a été supprimée il y a quelques années. Donc vous êtes favorable ou pas? Vous allez examiner l'amendement gouvernemental ou la proposition gouvernementale. Je ne tombe pas dans le panneau de la dramatisation et de la communication du gouvernement sur ce sujet. Mais il faut ou pas qu'il y ait une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises? Moi, je trouve ça assez étonnant de faire payer aux entreprises. Il y avait c'est pour tenir la trajectoire des finances publiques, encore une fois, la promesse de revenir sous les 3% de déficit. Non, mais peut-être. Enfin, on a levé, le précédent gouvernement a créé un impôt qui était jugé pas constitutionnel, pas conforme aux législations européennes. Et puis tout d'un coup, il se retourne vers ceux qui le payaient en leur disant, alors on va vous rembourser, mais vous inquiétez pas, on va vous reprendre l'argent ou une partie de l'argent ou la moitié de l'argent. Et si, c'est quand même une drôle de manière de faire. Si les entreprises sont d'accord, elles sont d'accord. Elles ont peut-être d'autres intérêts, je n'en sais rien. Mais enfin, c'est très étonnant. On entend assez peu les entreprises en ce moment, c'est vrai. Mais parce que les carnets de commandes sont pleins. Et les carnets de commandes, c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Mais les carnets de commandes sont pleins parce que la France connaît une croissance qui est quand ça va pas, c'est toujours la faute du gouvernement, mais quand ça va bien, c'est la faute. C'est grâce à la conjoncture. Voilà. Qui peut dire que c'est ce gouvernement qui est responsable de la croissance d'aujourd'hui? C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Il y a 1,8% de croissance, c'est tant mieux. C'est évidemment pas les mesures du gouvernement. Il y a un peu d'héritage. C'est le pacte de responsabilité qui monte. Et puis surtout la porosité à un moment donné de l'économie française avec l'économie américaine et l'économie européenne. On ne peut pas être tout le temps à la traîne. Donc on a remonté au fur et à mesure du temps. La présidence de Hollande est un échec quand même global. Maintenant, il a beaucoup taxé les entreprises. Après, il est revenu là-dessus et c'était tant mieux. On a vraiment besoin, et c'est ce que nous aurions fait. On a vraiment besoin de rendre plus forte notre croissance potentielle. Et notre croissance potentielle, c'est-à-dire hors cycle conjoncturel, notre croissance potentielle, elle a besoin d'une réforme du Code du travail. Et il fallait la faire. On a besoin aussi de réformes fiscales profondes et aujourd'hui, elles ne sont pas là. 70%, juste parce que c'est intéressant, 70% de vos sympathisants vous demandent d'avoir une attitude constructive vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que vous les avez entendus? C'est ce que nous faisons. Enfin, c'est ce que nous faisons tout le temps. Vous votez pas le budget, hein? Oui, mais enfin, ils ne nous demandent pas d'adhérer à la République en marche. Ils ne nous ont pas demandé ça. Prendre la carte. Vous noterez, ils ne nous ont pas demandé ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quand même une sorte tout d'un coup, il y a une sorte de monde merveilleux qui se crée. J'ai l'impression d'être à Disneyland, si vous voulez, parfois. Non, on n'est pas à Disneyland. On est dans un pays avec des citoyens. Et voilà, c'est des choses sérieuses. Donc, qu'un certain nombre de nos sympathisants trouvent ça très bien qu'une partie de notre projet soit appliquée, qu'il y ait 2 ou 3 mesures qui soient appliquées. Mais c'est très bien que le Code du travail, c'est très bien. Code du travail, l'ISF, la taxe sur les revenus financiers. Oui. Ça fait longtemps que la droite en parle. Massacre des retraités, rien dans le PLFSS. 4 milliards d'euros d'économie pour la Sécu. Par rapport au tendanciel, oui. Par rapport au tendanciel. Mais tout le monde a toujours raisonné en tendanciel, même vous quand vous étiez aux affaires. Vous me sortez une mesure nouvelle dans le PLFSS par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent? Non. Vous avez une mesure structurelle qui réforme l'assurance maladie, qui s'intéresse au paquet le plus important de dépenses publiques, qui sont les retraites. Il y a quelque chose qui est dit, mais peut-être
peut-être qu'on a le temps, hein, peut-être que ça peut être fait que l'année prochaine ou dans 2 ans. Je suis 5 pas sûr ans, 5 ans, a dit je la suis pas sûr qu'on ait le temps. Des Affaires Oui, sociales, mais enfin, Agnès Buzyn, pour lancer des expérimentations, notamment au sein des hôpitaux. Oui, mais on peut toujours Avec des expérimenter. nouvelles Sauf que, tarifications à l'acte. oui, mais la ministre, elle raconte ce qu'ont raconté tous ses prédécesseurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ont été commencées. Il faut juste maintenant le faire. Les bureaux des ministères, les tiroirs des ministères, comme de la Cour des comptes, comme du Parlement, sont remplis de propositions de toute nature. Je ne sais pas pourquoi ils laissent passer ce PLFSS. Pourquoi il ne se passe rien dans ce PLFSS, sinon des déclarations d'intention de la ministre. C'est parfait, mais les déclarations d'intention ne suffisent pas. Aujourd'hui, il faut de l'action. Il n'y a pas d'action, c'est un PLFSS sans action. Dernière question, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, devrait être a priori le futur patron de La République En Marche. On dit qu'il a été choisi pour porter la riposte au possible futur patron de la droite, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un contradicteur de talent? Je ne sais pas, il n'est pas nommé, Laurent Wauquiez non plus, donc ça fait, oui, bon, ça fait voilà. on en parlera dans quelques semaines et on en fera là. Laurent Wauquiez, s'il est élu, il sera contradicteur de Emmanuel Macron. Vous avez un doute qu'il soit élu? Les militants le diront. Nous serons dans une opposition la plus constructive possible. Hein, je retire le côté galvaudé de ce mot, mais la plus constructive possible. C'est un mot tabou maintenant à droite. Hein. Non, il n'est pas tabou. Je veux au contraire le réhabiliter. Ce qui est pas réhabilitable, c'est l'attitude des pseudo-constructifs. Mais nous sommes constructifs. Nous sommes abstenus sur la déclaration de politique générale. Nous avons voté pour les ordonnances. Enfin, ce n'est pas n'importe quoi. Dans le texte budgétaire, nous avons voté l'article de PFU et l'article d'ISF. Et moi, je ne vais pas passer mon temps à m'excuser de m'opposer. Nous avons le droit, dans une démocratie, d'avoir une opposition républicaine. Et nous allons représenter cette opposition républicaine en donnant une autre vision de la société que la vision extraordinairement jupitérienne, pour reprendre le terme, que veut donner Emmanuel Macron. Jusqu'au sein de la Commission des Finances, on vous dit clivant. Un président clivant. Parce que c'est la première fois qu'on me dit que je suis clivant, donc je suis content, parce que je pense que c'est très important de dire les choses, et je suis président de la Commission des Finances parce que je suis justement un membre de l'opposition. La majorité adorait que je ne m'oppose pas. Eh bien, quand je dis que c'est bien, je le dis, et quand je pense que c'est bien, et quand je pense qu'au contraire, il y a du grain à moudre pour l'opposition, je le fais. Je ne vais pas m'excuser d'être dans l'opposition. Donc je le fais avec des mots, je le fais sans agressivité, mais franchement, ce n'est pas à la majorité de choisir l'opposition. Je remarque quand même une sensibilité épidermique incroyable de la part de la majorité d'aujourd'hui, du président de la République jusqu'aux parlementaires. Il y a une incapacité à comprendre, au fond, qu'on s'oppose à leur politique. Il y a une incapacité à considérer qu'ils font des erreurs. C'est comme ça. On avait le cuir un peu plus dur et on était beaucoup plus prêt au débat démocratique. Il faut qu'ils rentrent dans une démocratie, c'est-à-dire dans un moment donné où il n'y a pas qu'une seule majorité qui écrase tout, mais il y a aussi des parlementaires de l'opposition qui ont des choses à dire et qui connaissent le terrain, qui connaissent les gens. On ne connaît pas très bien les gens en marche. On ne connaît pas bien les Français. C'est vrai, c'est un reproche qu'on peut faire? Je pense qu'on connaît du président de la République jusqu'à beaucoup de parlementaires. Il y a très peu de président qui mène des réformes mais qui est loin des Français, c'est ça le message? Je pense qu'il y a un éloignement très fort des Français. Oui. Il y a une vision technique, intelligente souvent, et comme tous les présidents de la République, c'est les gens sont extrêmement distanciés. Avec un manque d'empathie, c'est ça? Souvent un manque d'empathie, oui. Alors, il faut, pour la réforme, c'est compliqué parfois, il faut aller contre l'opinion publique. Mais je pense qu'il faut aussi donner un caractère humain. Certains présidents de la République avaient essayé de donner ce caractère humain. C'est très important de retrouver un peu de dimension humaine. Je pense à Jacques Chirac, j'imagine, non? Je pense à Jacques Chirac, je pense à Nicolas Sarkozy. Il y avait une vraie dimension humaine aussi dans la présidence de Nicolas Sarkozy. Bon, merci à vous en tout cas. Éric Woerth, député Les Républicains et président de la Commission des Finances, d'avoir été notre invité, l'invité à la grande interview en direct sur Boursorama, en partenariat également avec l'Opinion et Raphaël Lejean, mon ami Raphaël. Merci à vous. David, merci monsieur Woerth. Au revoir. Au revoir.